Salut à tous, bienvenue dans ACDC au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Fidèle à mes habitudes, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez de toutes les belles choses qui se passent dans votre village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Olzy. Situé au cœur d'un triangle Ham-Chauny-Saint-Quentin, le village de Olzy et ses quelques 200 habitants est traversé par la rivière Sommette. Celle-ci participe à l'épanouissement d'une nature luxuriante bordant le village. C'est donc un patrimoine riche en biodiversité que je vais avoir la chance de découvrir aujourd'hui. Et pour cela, je vais pouvoir bénéficier d'une présentation du marais et des trésors qu'il renferme par Marie-Hélène du Conservatoire d'Espaces Naturels. Ensuite, ça sera le patrimoine architectural de Olzy qui me sera présenté par Edmond, Alain et Sébastien. Avec eux, je vais découvrir les travaux de restauration et de mise en valeur dont ont bénéficié l'église et la place du village. Et c'est une histoire de famille qui conclura ma journée. Virginie, Yann et Florian sont tombés amoureux du village et c'est ici que tous ensemble, ils ont créé leur entreprise de transport routier. Mais avant tout cela, direction le Marais et plus précisément une hutte de chasse car un petit déjeuner un peu spécial m'attend. Alors Michel, c'est la tradition ça, le petit déjeuner pâté quand on est chasseur? Ah ça c'est primordial et ça on n'y échappe pas, ça c'est... Mais c'est votre pâté en plus. C'est le pâté maison. Et il est bon quand même le pâté Michel, franchement. Ça c'est la technique maison et, tout le monde apprécie. J'en saurais pas plus, je pense que vous allez garder la recette secrète. Ah oui, quelques techniques personnelles. Alors bon, on vous dirait ça tranquillement après. Ouais. Alors, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe ici? Là, je suis dans une hutte de chasse, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment a commencé cette histoire ici à Olzy? Alors l'histoire de l'hutte d'Olzy, elle a commencé par une bande de copains en fait. Donc là on est en présence de Ludo, Cédric, Michel, c'est le tour du dimanche, on appelle le tour du dimanche parce que c'est le soir de hutte, on se réunit ici, mais ça date d'il y a déjà plusieurs années, de nombreuses années on va dire, parce que on loue ici la hutte du Marais d'Olzy et donc elle est régulièrement chassée donc, de manière nocturne. Hein, c'est la hutte de nuit, enfin c'est la chasse de nuit, et donc on se réunit ici, et puis avec les copains le dimanche soir, le dimanche après-midi jusqu'au lendemain matin, pour passer les nuits ensemble ici, en convivialité. Je pense qu'il y a une bonne ambiance, et pour passer autant de temps ensemble, il faut bien s'entendre. Exactement, oui. Exactement, on est 12 heures ensemble. Parce que vous dormez ici, à tour de rôle, il y en a un qui est aux guignettes, un qui fait le café, l'autre qui préfère manger. Faut pas être surpris quand c'est un de tes copains qui vient te réveiller, quoi. Et puis, après, pas oublier, il y a une grosse partie de la nuit, c'est les cartes. On joue aux cartes. Alors, si on n'est pas joueur de cartes, on peut pas être chasseur? Si, mais ils apprennent. Il faut apprendre. Ils apprennent facilement à jouer aux cartes parce que c'est important. Et il y en a qui ont un peu plus de mal à se réveiller? Oui, je crois. Il y a Vincent qui est très dur à réveiller. Ouais, j'ai des grosses semaines. Grosse semaine. Et des fois, il laisse passer son tour. Et il s'endort aussi parfois quand c'est. Il est là, il est en train de guetter. Puis, Ça peut arriver, ça dépend du dîner et de la partie de cartes, quoi. Parce qu'il y a une chose qui est choquante, c'est que quand c'est Vincent qui est au guignette, il ne voit jamais de gibier. Alors, quand c'est nous, on dit tiens, il y a une pause. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le gibier qui vous snob ou c'est que vous avez des petites absences? Je pense que c'est un problème auditif. Oui, parce qu'il faut savoir une chose, en fait, ce qui vous permet de repérer le gibier, c'est pas le visuel, c'est l'oreille. Le canard va chanter et vous avez en capacité de vous dire il y en a un qui arrive et en plus de reconnaître l'espèce du canard. Exactement, il y a l'espèce. Et puis aussi, c'est bon, après, il faut visionner parce que l'angle de pose est grand. Donc avec les jumelles, il faut observer où se trouve le gibier. Ouais, parce qu'on est de nuit, on va pas l'oublier. De nuit, après il y a la distance, est-ce qu'on peut tirer, est-ce qu'on peut pas tirer, on veut pas blesser le gibier, donc on attend qu'il se rapproche. Des fois ça dure un quart d'heure, ou bien une heure, il se rapproche pas. Et puis il y a des aplants surtout. Et puis des fois, il y a d'un seul coup, ça décolle, et puis adieu, et on revient ici, on boit un café. Alors Cédric, là, tout passe par l'observation. L'accessoire indispensable, hormis le fusil, c'est les jumelles. Les jumelles, exactement. Donc les jumelles, c'est un outil qui est indispensable. Donc il faut qu'on ait des jumelles quand même d'un certain grossissement pour qu'on puisse justement la nuit observer. Parce que là, on rappelle, on est quand même en plein jour, donc c'est beaucoup plus facile quand même pour observer s'il se passe quelque chose. C'est complètement différent. Alors en plein jour, et on est hors période de chasse, mais malgré tout, vous êtes ici parce que ça se prépare tout le temps. En fait, c'est le jour de l'ouverture, on y va et
Il y a l'entretien. Il y a tout, il y a l'entretien, il y a la préparation des canards, vous me disiez. Ça, la reproduction des canards, on essaie de croiser des canards pour avoir les meilleurs champs possibles. Dès la fermeture, on va dire le fin janvier, déjà on se projette sur la... Vous êtes déjà sur l'après. Ouais. Donc on croise les canards, c'est-à-dire que vous avez des canards à vous, vous les écoutez, vous savez qui chante le mieux, et vous dites tiens je vais la coupler avec tel canne qui chante bien aussi, et ça va me donner des petits canetons super chanteurs qui vont attirer les autres. On espère, ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups, oui, mais c'est vrai qu'effectivement c'est une sélection. C'est une sélection depuis plusieurs années, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps passé. Et puis, donc après, par rapport à ces canards-là, il y a toute une organisation qui se met en place sur la mare, aussi bien avec des leurres en plastique comme on peut avoir sur le côté gauche, ou des canards vivants qui vont chanter différemment. On va placer les mâles d'un côté, on va placer les cannes de l'autre, on va placer des calmes un petit peu au niveau de la pose, on va mettre des cannes qui vont être un peu plus calmes, le chant un petit peu plus loin, et sur l'arrivage du gibier, généralement, on met des cages avec ce qu'on appelle des canards, des chanteuses, des canards qui donnent toute la nuit. On regarde déjà l'animal, comment l'espèce, si on peut le chasser ou pas, la distance. Et puis par rapport à ça, bon, je veux dire, effectivement, il y a un petit bouton ici, et on a un gyrophare qui se trouve dans la pièce dans laquelle on se restaure. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de son, c'est pas une sonnette. Il faut être le plus discret possible. Il y a toute une organisation quand on a plusieurs à tirer qu'il faut avoir, parce qu'en fait, il y a des armes, on est à plusieurs à avoir des armes dans les mains. Au niveau sécurité. La sécurité, c'est hyper important. Parce que là, on rappelle quand même, on est avec des armes, et donc il faut bien connaître la salle de tir, savoir comment les chaises elles sont, les ouvertures des créneaux. Ce qui fait nuit noir, donc même nous, pour aller chercher les armes, il faut savoir où on est. On le redit, c'est la nuit quand on est dans. Donc effectivement, on va être à 3 à se positionner, Ludo va prendre le commandement, on va sortir les canons, on va fixer l'animal, l'oiseau, et puis à partir de là, donc Ludo il va nous demander si on est prêt, sécurité, donc pour nous rappeler qu'il faut qu'on enlève la sécurité, il va donner le commandement, donc c'est-à-dire qu'il va compter 1, 2, et au 3 c'est le coup de feu. Bon, en tout cas, vous avez quand même un chouette panorama, et je pense que vous avez aussi un chouette entretien pour votre saison de chasse, parce que un marais, une hutte comme ça, c'est pas le jour J on s'installe et on démarre quoi. Ah oui, non. Ah non du tout, effectivement on a un programme assez compliqué pour l'entretien, je veux dire, qui commence dès la fin de saison, on va dire fin janvier, pour se terminer juste un petit peu avant l'ouverture. On affecte un petit peu des tâches à chaque tour. Voilà, donc je remercie en même temps tous mes actionnaires pour la participation par rapport à ça. Et puis donc il y a là, actuellement dans une période de reproduction, donc aussi bien pour le canard que le petit gibier. Donc on va dire que tout ce qui est taille, fauche, on s'en occupe pas pour le moment. On va commencer ça plus en juillet. Ouais. Mais là on est plutôt sur la rénovation peut-être des parcs à canards, l'amélioration de la hutte, l'amélioration intérieure de hutte. Au niveau de l'entretien, ça se fait pas n'importe comment. On va pas faucher n'importe quoi, on va pas couper de n'importe quel arbre. Donc il faut savoir comment vous savez tout ça, comment vous gérez au mieux cet entretien. Effectivement, on se concerte parce qu'on a un partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France. Donc c'est un partenariat qu'on a déjà depuis plusieurs années, je pense presque une dizaine d'années. Et donc effectivement, quand on a des idées de taille ou de coupe, généralement on a quand même une réunion entre nous, on va dire au mois d'avril-mai, et puis on en discute. Et eux, par rapport à ça, ils nous font un retour de dire ok, mais par contre si vous coupez, il faudrait ramasser les branchages mais pas les laisser au sol, parce qu'en fait la pourriture de la matière va changer la composition du sol, et effectivement sur certaines plantes qui vont plus repousser, il y en a d'autres qui vont repousser. Tout au long de l'année, c'est un peu votre sortie du week-end, la hutte. C'est quoi? C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, les enfants viennent, ils s'amusent, ils prennent goût à tout ça, ils pêchent. Ah ouais, bien sûr. J'ai envie de dire, les enfants attendent que ça. Moi, mon garçon, dès que la chasse commence, il attend qu'une chose, c'est d'être en vacances pour pouvoir venir à la hutte. Venir avec les copains, et en plus il adore la convivialité qu'on puisse avoir ensemble, malgré son jeune âge de 14 ans, il prend plaisir vraiment à venir à la hutte. C'est vrai que l'on s'y sent bien à la hutte, et de manière plus générale dans le marais. On s'y sent déconnecté de tout, en prise directe avec la nature et son rythme apaisant. C'est dans ce cadre idyllique que je rejoins Marie-Hélène. Ses fonctions au sein du Conservatoire d'espaces naturels l'amènent à prendre soin des nombreuses richesses parfois insoupçonnées de notre écosystème. Et le marais d'Olzy n'en est pas exempt. Bon là, fais attention où tu marches parce que on est sur un tremblant. Oui, on sent que le sol n'est pas très stable. Si j'insiste un petit peu, ça bouge. Donc ce qui veut dire que juste en dessous de nous, c'est quoi? C'est de l'eau? C'est de l'eau, exactement. Alors c'est de l'eau entremêlée avec les racines des différents végétaux. En fait, au départ, il faut imaginer que l'étang devait venir beaucoup plus loin.
il venait sûrement jusqu'à nous. Et en fait, au fur et à mesure, les plantes ont colonisé l'eau avec leurs racines. D'abord des petites plantes et de plus en plus grosses au fur et à mesure qu'il y a un sol qui se forme. Mais en dessous, il reste toujours de l'eau ou de la vase. Le sol n'est pas forcément très épais. Donc c'est potentiellement dangereux aussi de s'aventurer comme ça dans un marais sans connaître. Il faut faire très attention, oui, parce que tu peux passer au travers, voilà, avoir les jambes dans l'eau, voire plus. C'est déjà arrivé ça? Ah oui, ça arrive un peu à tous ceux qui travaillent dans les marais. Là, j'ai un pied bien mouillé, mais c'est pas encore trop grave. Mais je vais rester dans tes pas. Et donc c'est hyper important d'entretenir ces milieux, comment on dit, ces milieux humides, c'est ça? Voilà, alors ici, ça a une réelle importance. Hein. On est en fait sur des zones humides. Zones humides, voilà. Ça. Les zones humides qui sont très menacées par chez nous, mais pas seulement, hein, partout dans le monde, qui sont en régression parce qu'elles ont été asséchées, parce qu'il y a le réchauffement climatique, les aménagements, etc. Or pourtant, on voit tous les jours leur utilité parce que quand on entend parler d'inondations, à l'inverse de problèmes de sécheresse, ces zones humides, non seulement elles retiennent l'eau, mais elles vont réguler les niveaux. Elles vont permettre d'emmagasiner plus facilement l'eau en période hivernale quand il pleut, et puis aussi de les retenir et de tempérer les inondations. À l'inverse, l'été, elles vont permettre aussi de restituer progressivement de l'eau aux nappes. Elles vont permettre également du coup, de maintenir tout un cortège d'espèces de plantes et d'animaux qui sont inféodés à ces zones. Et ça peut paraître paradoxal, mais on a besoin de l'action de l'homme pour entretenir ça. On pourrait dire, allez, on laisse faire la nature et tout sera bien. En fait, si on n'intervenait pas ici, on serait comme dans la situation du début des années 2000, c'est-à-dire le site serait complètement fermé. Donc on a du boisement qui joue aussi un rôle, mais en termes de biodiversité, on n'aurait pas tous ces milieux ouverts sur lesquels on a beaucoup d'espèces inféodées. Il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça ici? C'était très refermé en fait. Quand on regarde les photos aériennes de l'époque, on voit quasi aucune zone ouverte. Ici, on a plusieurs espèces qui sont protégées au niveau national pour la flore. On a la fougère à crête. Qui est typique justement de ces fameux milieux tremblants. Oui, alors elle est un petit peu plus loin d'ici, elle est dans les zones où justement il faut un petit piquetage d'arbres parce que c'est une zone une plante qui est de mi-ombre. D'accord. Donc si on la met en plein soleil, elle va avoir du mal, et à l'inverse, si elle est dans un boisement très dense, pareil, ça va pas forcément lui plaire non plus. Quand on travaille sur des sites au conservatoire, on signe des conventions avec les différents partenaires. Et ça tient compte en fait des usages qu'il peut y avoir sur le site. Donc là, on est sur un terrain communal, donc on a signé la convention avec la commune pour l'entièreté du site, sachant que dessus, effectivement, il y a des baux de chasse. Donc ce qui se passe, c'est que on concilie un peu le patrimoine naturel avec les activités de chacun. Et puis ensuite, les chasseurs sont effectivement présents. Et d'un autre côté, heureusement, parce qu'en fait, c'est leur présence qui a permis de maintenir le patrimoine naturel jusqu'à ce que nous, on puisse venir également renforcer leurs actions. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu des premiers travaux de déboisement et il y a sûrement des espèces qui auraient disparu. Voilà, c'est discuter en fait avec eux et on adapte. Par exemple, on a aussi dans les différents projets de pouvoir créer des petites platières, des petites zones en eau qui sont attractives pour les oiseaux et qui sont intéressantes pour la végétation. Et puis aussi dans les projets qui seraient à mener, ce serait de pouvoir installer du pâturage également sur le site. Donc on ramène en fait des vaches, ouais, c'est ça? Pas n'importe lesquelles, hein. Alors il faut des espèces rustiques qui soient adaptées, oui. Soient adaptées au milieu, par exemple, on a des vaches pinoires ou des vaches Highland Cattle qui sont des espèces de petite taille, qui sont rustiques et qui du coup sont adaptées au pâturage en marais, qui sont moins sensibles aux maladies par exemple. Alors dans l'idée du pâturage, c'est que notamment le secteur en face c'est très peu accessible. Donc on va avoir des difficultés à le mécaniser pour venir faire l'entretien ou la restauration. Il y a uniquement une petite passerelle pour accéder. Donc l'idée de pouvoir aussi mettre des animaux, c'est qu'ils puissent rester au long cours et puis faire de la gestion douce. Et le fait d'avoir des animaux, ça apporte aussi une diversité en fait, du milieu qu'on n'aurait pas forcément. Prendre soin de son environnement, tout comme prendre soin de son patrimoine culturel, est comme une seconde nature pour beaucoup de Holziens. C'est le cas d'Alain et Sébastien, qui, au travers divers projets, ont contribué à la mise en valeur de leur village. C'est aussi le cas d'Edmond, qui a toujours eu à cœur de prendre soin de son église. Et c'est précisément à l'intérieur de ces murs qu'il m'attend pour me faire découvrir ses particularités. Alors Edmond, là, on est dans l'église Saint-Germain de Holzy, et là le Christ, ici, a une histoire particulière, comme beaucoup de choses ici dans cette église. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors ce Christ, taillé dans du bois massif, était dans un endroit qu'on appelle la Motte actuellement. Un lieu-dit. Un lieu-dit.
Et donc, pendant la guerre, c'est trouvé que ça a été démonté. Le secrétaire de la mairie a pu récupérer ce Christ qui lui manque des bras. Et quand on a fait les travaux avec M. Noblesse l'avait installé ici. Donc, M. Noblesse, une personne qui a participé aux travaux de rénovation de l'église. Alors, en quelle année, vous m'avez dit? Alors, entre 2001 et 2002. 2 années de travaux. 2 années de travaux. 2 années de travaux qui ont permis aussi de mettre à jour plein de choses, parce que vous me disiez, tous les murs avant, ils étaient plâtrés, quoi. C'était blanc. Oui, tout était plâtré, comme le récent, et mis à jour. Alors, M. Noblesse nous a appris qu'il y a une couche de briques, une couche de pierre pour les incendies, pour éviter que l'église brûle. C'est pas forcément juste pour faire joli, parce que c'est très joli comme ça. Il y a un rôle pour préserver le bâtiment en cas d'incendie. C'est ça. Eh bien, donc tout ça, 2 années de travaux. Ah oui. 2 années de travaux qui ont aussi permis de découvrir d'autres petites pépites, notamment une juste au-dessus de nous. Hein. C'est une idée qui a jailli de Monsieur le maire. De Monsieur le maire et M. Noblesse à l'époque. Voilà, Noblesse et puis moi-même. Et puis pour découvrir ce clocher qui est tellement beau, avec des poutres récupérées dans l'ancien château. Et donc, à l'ancien château, là je vois une poutre marquée 1822. C'est ça, oui. C'est l'année des poutres. On n'a pas su le fond de l'histoire. On ne sait pas tout encore. Non, on sait pas tout. L'église garde encore une partie de mystère. Son mystère. Alors, cette église, pour vous... elle me tient à cœur, oui. Elle vous tient à cœur. Il y a plein de choses qui résonnent en vous par rapport à cette église. Plein de souvenirs. Le souvenir, c'est mon mariage avec mon épouse au mois d'avril 1961. Alors, cette église, mon épouse l'adorait. Et puis depuis, on ne peut pas l'oublier. J'imagine. Donc c'est aussi pour ça que vous avez à cœur de l'entretenir, d'en prendre soin, et notamment prendre soin aussi de ce lustre qui n'était pas du tout dans cet état-là. Ah, pas du tout, non. Il y a quelques temps de ça encore. Non, le lustre, au cours des travaux, il a été démonté, mis dans un coin vraiment dans un piteux état. Je l'ai pris. Et je l'ai amené chez moi, puis je l'ai complètement refait et électrifié. Donc pièce par pièce, vous avez tout démonté, vous avez tout nettoyé, vous avez réussi à tout remettre dans le bon ordre? Ah oui, bien sûr. Oui, plus ou moins. Et donc vous avez plus ou moins. Donc il y a peut-être 1 ou 2 pièces qui étaient plus forcément... Bien sûr, bien sûr. J'irai pas vérifier. Non. Et donc là, mise en lumière grâce à vous. Voilà. Et donc l'histoire ne s'arrête pas là, parce que vous êtes encore en train de rénover. Je fais quelque chose, mais mon temps de retraite, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. C'est bien connu, les retraités sont débordés. En tout cas, merci beaucoup Edmond. C'était vraiment très intéressant. Je vais continuer ma découverte de cette église, mais aussi la découverte du village. Je vais retrouver Alain qui se trouve à l'extérieur. Merci encore. Merci à vous. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de m'accueillir devant votre belle église. Bon, alors Alain, en véritable Holzien que vous êtes, vous aussi vous savez plein de choses sur la commune et sur les travaux de restauration qui ont eu lieu ici à l'église. Tiens, qui sonne justement. Oui, en travaux de restauration en 2002, nous avons eu la chance d'avoir M. Noblesse qui est venu pour nous faire un chantier d'insertion avec une trentaine de personnes qui se sont succédées au fur et à mesure et qui ont pu refaire tous ces sites. Et parmi ces sites, M. Noblesse nous a simplement offert, si vous voulez, le fait de dire bon, on va faire 5 parties. La première partie, ça sera la terre, et la terre, c'est l'église. Et la deuxième partie, le feu, ici, avec l'obélisque et le cadre voilà, le feu, et ensuite l'eau. Avec la fontaine là qui se trouve là. En fait, tous les éléments sont ici à côté de nous. Hein. Voilà, et il y avait la grille du château, et nous avons envisagé de faire l'air parmi la grille du château pour la remise en état. Donc les fameux 4 éléments. 4 éléments. Et du 4e élément, il en est sorti un autre, c'est le labyrinthe. Là, qui se trouve juste ici. Et qui est ici. Et ce labyrinthe, si on regarde bien, il démarre au départ tout à fait là, et on arrive, en faisant le tour, on arrive au centre comme tout à fait un vrai labyrinthe. Vous l'avez suivi le labyrinthe? Il va vraiment au centre? Et l'objectif, m'a-t-il dit, il fallait le faire à genoux. Ah oui, d'accord, il y a toute une signification. Voilà, il était allé dans une réflexion qui n'était pas juste pour faire joli. Qui n'était pas juste pour faire joli, mais il y avait toujours un but. Eh bien, écoutez, je pense que ça a transformé complètement cette partie du village, quoi. Ah à partir du moment où on avait fait ça, qui est au centre du village, on a transformé ce village. Je suis maire depuis
bonne cinquantaine d'années et mon fils me succède. Mais comme je disais, je pense pas. C'est les Olziens qui vous ont choisi. Voilà, c'est les Olziens qui m'ont choisi. Alors justement, je crois que Sébastien m'attend pour me parler un peu plus encore du village, parce qu'il y a tellement de choses à dire ici. Notamment, vous me parlez d'une grille derrière de l'ancien château. Moi, ça ne me convient pas, il faut que j'en sache encore un peu plus. Posez la question à mon fils. Ça va être fait, immédiatement, merci. Bon, alors Sébastien, à Olzy, c'est une histoire de famille. La mairie, hein, j'ai bien cru comprendre que votre père était maire et maintenant c'est à votre tour. Et oui, j'ai repris la relève derrière mon père et derrière ma grand-mère. Ah, parce que ça va même plus loin que ça. Voilà, c'est la 3e génération. Et donc votre grand-mère, donc je crois qu'il y a une histoire un peu particulière par rapport au fait que voilà, elle a dû prendre en charge ma grand-mère les rênes de la commune. A pris les rênes de la commune pendant la guerre 39-45. Donc elle a été missionnée pour pouvoir s'occuper de cette commune. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, les hommes étaient partis... voilà, les hommes étaient partis à la guerre et puis elle devait s'occuper de... Il fallait faire tourner les affaires courantes. Donc l'histoire ne s'arrête pas là, je veux dire, au niveau de votre famille. Il y a aussi une histoire professionnelle associée à la commune d'Olzy, parce que là, juste derrière nous, cette magnifique ferme, c'est la vôtre. Et c'est aussi la 3e génération. Voilà. C'est aussi la 3e génération, donc j'ai repris derrière mon père et mon grand-père, là, qui étaient, eux, sont arrivés, pareil, ils avaient repris une exploitation d'une ferme de société, la SIAS, dénommée la SIAS, ferme qui appartenait au baron Copé. Ils avaient beaucoup de fermes dans les environs, quoi. Donc des fermes qu'on reconnaît assez facilement à leur architecture. Hein. Voilà. Sont grandes quand même, la ferme, avec une grande tour, avec... Alors chaque ferme a un peu cette caractéristique-là, c'est-à-dire il y a un pigeonnier et une grande tour. Et alors là, juste en face, il y avait, faut l'imaginer, en face de votre grande ferme, il y avait un autre bâtiment assez grand, il y avait un château, il me semble. Là, il n'y a plus grand-chose, il y a juste une porte, une clôture. Vous savez un peu l'histoire du château qui était là? Alors malheureusement, on avait, comme à cette période-là, il y avait un château dans beaucoup de villages. Et nous, notre château a été démoli à la guerre 14-18. Hein. Il reste juste l'entrée du château avec la grille. Et c'est vous qui l'entretenez? Alors c'est nous qui, oui, c'est la commune, on l'entretient parce que c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine de la commune. Forcément, oui, faut pas l'oublier. Hein. Donc le château, donc cette entrée qui est face à la rue. Alors j'aime bien le nom de cette rue. Mais par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire. La rue des Mulquiniers, c'est quoi un mulquinier? La rue des Mulquiniers, ce nom a été choisi parce que c'était des anciens tisseurs qui étaient dans cette rue-là. Donc on appelait ça des Mulquiniers et c'est pour ça que c'est... D'où le nom des Mulquiniers. Bon écoutez, là je ne vais pas aller voir les Mulquiniers, je vais aller voir une famille qui a une belle histoire ici dans cette commune. Ils ne sont pas Mulquiniers, ils sont routiers. Mais ça reste une belle histoire quand même. C'est une belle histoire d'amour même entre cette famille et Olzy. De projet en projet, il leur a donc paru normal de construire leur vie professionnelle dans le village. Je prends donc la direction d'une ancienne ferme, devenue maintenant le siège de leur entreprise et le point de départ des camions qui constituent leur flotte. Donc Virginie, Yann, ici, donc je suis dans votre entreprise, c'est les Transports Fontaine. Les Transports Fontaine, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de génération en génération, c'est bien ça Yann? Tout à fait. Donc moi je suis la 3e génération, mon fils est la 4e. Donc votre grand-père a débuté. C'est mon grand-père qui a démarré juste après-guerre, il était cultivateur, ensuite transporteur, mon père transporteur, moi et mon fils actuellement. Et à chaque fois c'est la transmission de quoi? D'une passion? C'est une passion, oui, oui. Passion des camions. Passion de la route? Passion de la route aussi. Surtout les camions, la beauté des camions. Ah là, c'est des belles bêtes. Hein. C'est des belles, ouais. Voilà. Et là c'est le vôtre en plus. C'est ça, tout à fait. Yann, hein. Ouais. Et donc, ce qui vous plaît, c'est quoi? C'est justement la variété des paysages, des rencontres, le fait d'avoir traversé des régions entières? D'avoir fait même des petits pays limitrophes, l'Allemagne, l'Italie, Belgique, Espagne, quoi. J'imagine que c'est à chaque fois, voilà, c'est... j'ai fait des découvertes, oui, tout à fait. Donc de belles découvertes, mais je pense que la plus belle découverte pour votre entreprise, pour votre famille, ça reste Olzy, hein, n'est-ce pas Virginie? Oui, tout à fait. Alors racontez-moi un peu cette histoire d'amour entre Olzy et la famille Fontaine.
Alors au départ, Holsey, on ne connaissait pas trop. Et ça a commencé par une histoire d'amour avec mon frère, mon petit frère, qui a trouvé sa petite chérie, Léonore. Et suite à ça, on a découvert Holsey avec les fêtes que le comité des fêtes à ce temps-là organisait. Vous veniez participer aux soirées, soirées couscous, soirées choucroute. On ne sait plus dans ce village. Et donc forcément, l'idée a germé. Voilà, c'est ça. C'était notre souhait, c'était de venir à Holsey, vivre à Holsey. Parce que déjà où on habitait, c'était un village assez grand, mais qui ne nous plaisait pas trop. Ouais, vous cherchiez en fait le calme, la voilà, nature, c'est ça. voilà. Sortir de chez nous, boire à son petit café tranquille sur la terrasse et là, il y a ce qu'il faut. Ah oui. Tout à fait. Bon, il y a tout ce qu'il faut aussi pour faire donc, le transport, parce que vous avez un certain nombre de camions. Vous en avez combien actuellement des camions? 11 actuellement. 11 actuellement. Ouais. Et bon, c'est de la belle machine. C'est pas évident de conduire, j'imagine, ce genre de véhicule. C'est imposant, quoi. C'est imposant, mais c'est très simple. C'est même peut-être plus simple qu'une voiture. Je vous crois pas. Si, tout à fait. D'ailleurs, on va aller voir Florian qui va nous faire une démonstration. Bon, bah allez, me voilà, comme on dit, aux commandes, Florian, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un véhicule comme ça que toi, tu conduis aussi? Tous les jours. Tous les jours? Oui. Donc tu es la 4e génération de Fontaine génération à être derrière le volant d'un poids lourd. Oui. Ton père m'a dit que c'était pas compliqué à conduire. Pas du tout. J'ai du mal à y croire. Pas plus compliqué que conduire une voiture. C'est juste, on dirait, mais c'est le gabarit qui donne un effet. J'ai du mal à croire qu'en 3 instructions, je puisse faire avancer le tracteur. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton, marche avant, marche arrière, neutre, et on a un frein à main comme une voiture. Donc là, c'est-à-dire que si je fais comme sur ma voiture, si on appuie sur la pédale de ici. frein, on reste appuyé sur le bouton, le moteur mis en route. Ok, c'est en route. Bien, donc déjà c'est impressionnant. Voilà. Il y a combien de chevaux 570 chevaux. Oh bah c'est presque autant que ma voiture. Donc, drive, c'est pour conduire. Voilà. Donc je peux appuyer dessus. Voilà. Là on enclenche une vitesse. Donc hop, on retire le frein, on appelle ça un frein de pack. Donc je tire le frein et après je fais accélérateur. On retire et on accélère et le camion, on prend la route. Bon, bah écoutez, je vais prendre la route avec Florian. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, bah voilà, la prochaine étape se trouve devant. Je vous dis à très vite sur ma télé pour Au cœur des communes. Allez, on y va? On y va. Oula. Allez, on accélère tout doucement et c'est parti. Tournez le volant légèrement et voilà, c'est parti. Allez, si vous klaxonne.